Alors, bonjour à tous. Merci d'être là aussi nombreux. Alors, je n'ai aucune importance dans cette séance. Je fais juste l'introduction. Vous pouvez m'oublier dès que j'ai quitté le pupitre. Ce soir, on parlera des troubles du spectre autistique, qu'on va probablement appeler très vite les TSA dans le cadre des présentations, à mon avis, qui sont des troubles qui ont un taux de prévalence au niveau international d'1%, donc une personne sur 100, d'origine neurodéveloppement... Je vais pas y arriver. Je refais ma phrase. Sont des troubles neurodéveloppementaux d'origine multifactorielle avec une prédisposition génétique, mais des facteurs environnementaux qui vont les déclencher ou non. Avec en manifestation principale un déficit de communication et des interactions sociales, un caractère répétitif des comportements, des intérêts ou des activités. C'est des troubles qui ont été premièrement documentés dans les années 40. Alors, des années 40 jusqu'aux années 70, on a parlé de psychose infantile. Ensuite, on a requalifié en troubles envahissants du développement dans les années 80. Et puis, aujourd'hui, on parle de TSA. On a abandonné toutes les théories sur les mères frigidaires et puis les troubles de la relation de la mère à l'enfant pour bien prendre en compte des facteurs purement biologiques. C'est pas tout à fait exact ce que je dis, mais je pense que vous aurez une meilleure présentation ensuite. Aujourd'hui, on sait qu'on a un large éventail de profils comportementaux derrière les TSA. Alors, on a une très belle représentation médiatique avec les rencontres du papotin ou avec quelques séries qui nous présentent le bon autiste parfait, celui qui est de préférence de haut niveau et avec des habiletés sociales un peu variables et pas trop dégradées, un petit peu, mais pas tout le temps. Et puis, on est sur des spectres beaucoup plus variés dans la réalité. On a, ce qui n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui, nos premiers patients autistes qui arrivent à l'âge avancé, détectés, donc d'autres perspectives aussi pour l'avenir. Aujourd'hui, avec l'évolution des prises en charge, on a un repérage de l'autisme dès l'âge de 1 an qui permet une bien meilleure prise en charge qu'il y a quelques années. Dans le canton de Neuchâtel, de nombreux professionnels, pédiatres, neuropédiatres, pédopsychiatres, éducateurs, éducatrices spécialisées, ergothérapeutes, psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes sont à la disposition des enfants et de leurs familles pour offrir un dépistage précoce, un suivi thérapeutique, un suivi pédagogique, éducatif, personnalisé et surtout coordonné. Pour ce soir, on parlera des signes des signes des TSA, de la façon de les dépister, des différentes prises en charge possibles. Les intervenants et intervenantes de ce soir vous feront une présentation, puis on aura un temps d'échange autour des questions. Il est donc temps de vous les présenter. Monsieur le docteur Marc Ekofe, qui est médecin-chef du département de pédiatrie au RHNE. Je vais essayer de faire dans l'ordre de la... Vous êtes dans l'ordre. Madame la docteure Calais, neuropédiatre. Non, on n'est pas là. Je suis dans l'autre ordre. Raté. Je stresse et je n'ai pas mes lunettes. Je vais faire dans l'autre sens alors. Madame la docteure Kiner, qui est médecin-chef du C... Hein? C'est ça. Oui, j'ai changé d'ordre. Bon, alors, je vais faire dans l'ordre de la feuille. Hein, c'est la honte. Alors, docteur Ekofe, Madame Dekeudre, oh, j'ai quand même raté, responsable du centre d'accueil et de consultation précoce autisme Personnage, docteur Christine Calais, neuropédiatre au département de pédiatrie, et le docteur Kiner, médecin-chef au CNPEA, consultation ambulatoire et développement mental. Voilà. Donc la partie qui, moi, me stresse le plus, c'est de rater les noms des intervenants, ce qui ne manque jamais d'arriver, tellement ça me stresse. Avec toutes mes excuses, je vous souhaite une bonne présentation. On sera à disposition ensuite pour vous faire passer les micros lors des questions. On a un captage vidéo avec une diffusion, donc il est important que vous preniez les micros pour poser vos questions de façon à ce que même les gens qui sont en ligne puissent les entendre. Merci beaucoup et bonne séance.
bonsoir tout le monde. Merci pour l'introduction. Merci d'être venus aussi nombreux. Alors, ça va mieux comme ça? Après, c'est ça le problème. Mais je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Donc, ce qu'on a décidé de faire, mes collègues et moi-même, c'est de faire une présentation autour d'un patient qui s'appelle Augustin. Et c'est Augustin à travers les âges que je vais commencer par vous présenter. Dans la partie qui me concerne, quand c'est écrit en gris, c'est l'histoire d'Augustin. Quand c'est écrit en vert, ce sera plutôt quelques données théoriques que j'apporterai. Encore quelques notions avant de commencer l'histoire à proprement parler. Je vais présenter Augustin comme si j'étais son pédiatre. Augustin, c'est un patient fictif. On a récolté un petit peu différentes données de bribes de consultation et puis on a fabriqué son histoire à partir de là. Donc, comme vous aurez l'occasion de le découvrir, l'autisme, et puis comme vous le savez sûrement pour la plupart d'entre vous déjà, c'est un spectre, et puis la présentation peut être très variable, donc le parcours d'Augustin ne sera pas du tout représentatif de tous les enfants autistes. Le but de notre intervention, c'est d'apporter des notions générales sur l'autisme, les possibilités, je tiens à le préciser, non exhaustives de prise en charge. Le but, ça n'est pas de faire le descriptif de toutes les possibilités thérapeutiques et diagnostiques qu'il y a dans le canton. Essayer de faire quelque chose de général et puis pas forcément parler de cas très particuliers. Alors on attaque avec Augustin. Augustin, son père, il est informaticien, sa mère juriste, les deux travaillent à plein temps. Il n'y a pas de notion d'autisme dans la famille. La grossesse de la mère d'Augustin est normale, l'accouchement se fait à terme, à la bonne date, et puis Augustin s'adapte très bien à la naissance. Si je commence par évoquer ces points-là, c'est qu'il y a une forte composante génétique, comme vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, à l'autisme. Donc ça, c'est une notion importante de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas quelqu'un qui est atteint d'autisme dans la famille, en tout cas dans la famille proche. Je tiens aussi à le repréciser, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois au cabinet de l'entendre, quand on découvre un diagnostic d'autisme, on recherche toujours une responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité éducationnelle, socio-économique dans l'autisme. C'est un trouble neurodéveloppemental de la circuiterie du cerveau. On naît, donc du verbe naître, avec l'autisme. On le découvre plus tard à des âges variables en fonction du degré de sévérité, mais on ne devient pas autiste. Donc voilà, je le vois à ces contrôles du développement. Contrôle d'1 mois, rien de spécial. Contrôle de 2 mois, c'est un enfant qui a tendance à pas mal pleurer, qui a ces, entre guillemets, coliques du nourrisson. À 4 et 6 mois, on voit qu'il va plutôt bien, il sourit, il babille, il fait des bruits de bouche. Rien de spécial non plus. Au contrôle à 9 et 12 mois, les parents me disent qu'il est super calme, c'est un enfant très facile, qui reste tout le temps dans son coin. Et puis là, ça aura plutôt tendance à m'inquiéter parce que ce n'est pas un âge où les enfants restent dans leur coin. C'est un âge plutôt où les enfants sont assez demandeurs de contact. Ensuite, les parents me rapportent qu'il ne fait pas au revoir, il ne fait pas bravo, il ne tourne pas la tête quand on l'appelle. Et puis, il a peu de progrès dans son langage depuis le contrôle de 6 mois. Et enfin, il a tendance au flapping. J'y reviendrai juste après. Alors, quand on regarde les premiers mois de vie d'un enfant chez qui on a posé un diagnostic d'autisme, si on revient un petit peu en arrière, on remarque qu'à l'âge de nourrisson, c'est souvent des enfants qui pleurent pas mal dans les premiers mois de vie. Et puis, de manière intéressante, c'est des enfants qui ont souvent des compétences sociales précoces qui sont normales.
Et puis c'est que plus tard qu'on voit apparaître, si vous voulez, quand il y a une différence entre ce qui est attendu par rapport au niveau de développement et puis ce que produit vraiment l'enfant en termes de développement, c'est là qu'on voit apparaître une discrépance puis des signes précoces. Il y a pas mal de ces signes qui ont à voir avec ce qu'on appelle l'attention conjointe. L'attention conjointe, c'est la capacité de partager son attention ensemble avec une autre personne sur un sujet commun. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration d'un bon exemple d'attention conjointe. Et puis du coup, il va y avoir pas mal de ces choses-là qui vont apparaître, notamment l'absence de pointage, l'absence d'imitation de gestes, et puis sinon il peut aussi y avoir l'apparition de mouvements stéréotypés, comme ce flapping, qui est un mouvement comme ça des mains ou des bras, qui apparaît essentiellement d'abord dans les situations d'excitation ou de stimulation. Ça, c'est assez fréquent chez les nourrissons autistes. Mais le problème, c'est que c'est assez fréquent aussi chez les nourrissons non autistes. Et puis c'est là que je fais aussi une parenthèse par rapport à des concepts du développement qui sont très importants. Le premier, c'est la variabilité interindividuelle, c'est-à-dire la différence qu'il y a au niveau du développement entre un enfant et un autre. Vous savez tous et toutes, on ne se développe pas tous de la même manière. Il y a des enfants qui vont commencer à parler plus tard, mais ils parleront quand même, et puis ils auront un niveau de langage qui finalement sera tout à fait normal. Il y a des enfants qui ont des particularités comportementales pendant un moment donné qui disparaîtront après. L'autre concept important, c'est la variabilité intra-individuelle, c'est-à-dire au sein d'un même individu, le niveau et les progrès de développement ne se font pas tous de manière parallèle. On n'a pas un profil de développement qui est tout à fait plat. On a des forces, on a des faiblesses, et puis ça, c'est aussi quelque chose qui perdure à l'âge adulte. Mais c'est quelque chose qui est très dynamique, et puis ça fait que c'est important de voir l'enfant comme une mosaïque de petites compétences, de petites fragilités. Et puis, le rôle du pédiatre, à ce moment-là, ce sera de bien essayer de faire un profil de développement à un instant T, et puis après, de voir aussi l'évolution dans le temps. Et puis, c'est ça le troisième point qui est important, c'est de voir, avec l'autisme, la persistance de ces signes qui peuvent être inquiétants. Donc, j'espère qu'avec ça, vous aurez compris que on peut avoir, à un certain moment du développement, des choses qui peuvent inquiéter les parents, mais ce sera le rôle du pédiatre d'essayer de faire la part des choses entre quelque chose qui est passager, banal, et quelque chose qui est un peu plus inquiétant. Donc tout n'est pas autisme. La première chose à faire quand, en tant que pédiatre, on a un enfant chez qui on pourrait se poser la question d'un trouble du spectre autistique, c'est de s'assurer qu'il voit et qu'il entend bien. Parce que si vous avez un problème visuel, si vous êtes sourd, vous n'aurez pas la possibilité de développer des compétences de communication et puis de contacts sociaux comme n'importe quel autre enfant. Donc chez Augustin, ça, c'est bon. Comme vous le verrez aussi après, on a pu se rendre compte sur les dernières années qu'une intervention précoce chez les enfants autistes apporte des bénéfices importants. Alors, pourquoi j'ai décidé de me donner du temps comme pédiatre ici, puis de faire quelques conseils du développement, c'est justement de voir un petit peu comment les choses évoluent et puis voir quelle teinte prend la mosaïque de cet enfant quelques mois plus tard. Donc j'avais prévu de le revoir à 15 mois. Les parents ont oublié le rendez-vous, comme ça arrive le moins souvent possible. Et puis, c'est finalement la crèche qui me contacte à 17 mois en me disant « C'est bizarre, Augustin, il ne progresse pas tellement dans son langage, il ne pointe pas, donc il ne montre pas du doigt, il n'a pas d'intérêt pour les autres enfants, il n'a pas d'intérêt pour les éducatrices et éducateurs. Il fait des crises, en reprenant le terme de la crèche, incroyables, quand il est frustré, quand on lui demande de participer. Et puis, il n'a pas d'activité symbolique, c'est-à-dire jouer à faire semblant, par exemple, mimer des activités de la vie quotidienne. » Je convoque Augustin et ses parents en consultation. Les parents partagent les inquiétudes de la crèche. Dans la vie de tous les jours, ce qu'ils me racontent en plus, c'est que le sommeil, c'est vraiment un enfer. Il a des gros troubles d'endormissement. Il peut aussi se réveiller un peu à n'importe quelle heure et puis rester réveillé assez longtemps. L'alimentation est compliquée dans la mesure où il ne tolère pas d'alimentation avec des textures particulières. Donc, c'est mixé, lisse et fin. Et puis, ces activités qu'il a à la maison, c'est essentiellement des activités répétitives qui n'ont pas de connotation sociale. Allumer, éteindre la lumière, et puis avoir des gestes assez stéréotypés.
Effectivement, consultation, ce que je constate, c'est que c'est un enfant qui a une manière assez particulière de s'approcher de l'entourage du box de consultation, et puis qui prendra beaucoup de temps à utiliser une petite voiture, à faire tourner la roue de la voiture devant ses yeux pendant la consultation, puis qui fera une grosse crise de colère au moment où les parents voudront me la redonner, parce que c'est ma voiture quand même. Et puis là, quand j'entends tout ça, avant de libérer les parents, je prends mon questionnaire M-Chat, qui n'est pas Monsieur Chat. Et puis, je décide de discuter un petit peu plus en détail avec les parents. Le M-Chat, c'est un questionnaire qui va explorer les compétences sociales et comportementales des enfants à peu près entre 1 an et demi et 2 ans et demi. Et puis, qui va tenir compte de comment ça se passe à la maison, mais aussi dans d'autres environnements de vie éventuellement. Hyper important, c'est pas un test diagnostique. Ça veut dire que c'est un test qui va dire trop souvent que c'est pas normal. Le but, c'est qu'ils disent le moins souvent possible que c'est normal. Donc, à la fin de ce questionnaire, on obtient un certain nombre de points. Et puis, après, ça permet juste de se dire il faut aller plus loin ou c'est bon, tranquille. Ce qui ne veut pas dire qu'après, il faut fermer les yeux. Il faut rester attentif comme pédiatre. Il y a différentes questions. Il y a pas mal de questions qui s'adressent au pointage, donc pointer du doigt. Il y a 2 sortes de pointage qui sont hyper importantes. La première, c'est pointer dans le sens « donne ». Et puis, la deuxième forme de pointage, c'est dans le sens « regarde ». Et puis là, on arrive vers cette attention conjointe, donc de partager quelque chose avec son interlocuteur. Il y a aussi des questions par rapport au jeu symbolique, jouer à faire semblant. Puis aussi des questions par rapport à des choses qui sont un petit peu plus déviantes au niveau du développement, des gestes inhabituels devant les yeux, et puis également un manque d'intérêt pour l'entourage. Chez Augustin, ce test, pour moi, il n'était pas normal, donc c'est là que j'ai pris contact avec l'ACPA. Voilà, lorsque le Dr Ecofet contacte le centre ACPA, déjà j'écoute ses inquiétudes concernant le développement d'Augustin. Quels sont aussi les éléments à retenir dans l'histoire du développement d'Augustin depuis la grossesse jusqu'à ce jour, et puis peut-être quels sont les éléments importants à retenir de l'histoire de la famille. Il va aussi me raconter quels sont les bilans qu'il a déjà effectués et puis quels sont les bilans qui vont être faits par la suite. Pour moi, ce qui est important à ce moment-là, c'est de savoir comment les parents ont exprimé en fait leurs inquiétudes au pédiatre, quels mots ils ont utilisés, de quoi ils ont parlé. Si c'est le langage, alors on va parler du langage avec eux. Ensuite, il y a un premier contact téléphonique avec la famille. Certains parents souhaitent nous appeler eux-mêmes et puis parfois on nous demande de les contacter pour faciliter en fait ce premier pas qui est compliqué. Donc lors du premier contact avec la maman d'Augustin, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions qui sont exprimées à ce moment-là. Et puis peut-être que contacter en fait un service spécialisé dans la détection et l'intervention précoce en autisme, c'est quelque chose qui est difficile, peut-être quelque chose qui fait peur. Donc moi, je prends vraiment le temps d'écouter, d'accueillir tout ce que la maman a à dire à ce moment-là. Et puis j'essaie de la rassurer en expliquant comment vont se passer nos premières rencontres et puis en fait comment on va essayer de rejoindre la famille et le pédiatre dans cette réflexion concernant le développement d'Augustin. Dans un premier temps, je propose une rencontre au domicile familial pour faire connaissance dans un contexte sécure ou voilà, détendu, sans le stress que pourrait engendrer une consultation en cabinet. Pendant cette première rencontre qui dure à peu près 1h30, on va écouter les préoccupations des 2 parents. Ce n'est pas toujours les mêmes. Donc, c'est aussi important d'entendre vraiment les 2 points de vue et puis pouvoir cheminer avec ces 2 points de vue, les 2 parents. Et puis, on va jouer avec l'enfant, avec Augustin, pour voir comment il réagit à nos propositions. Ce jour-là, quand on arrive, Augustin, il est bien reposé, il est plutôt en forme.
Il se trouve dans un contexte sécurisant. Et puis, il faut dire que le contexte familial est stable et stimulant. Dans un premier temps, on constate qu'Augustin, déjà, il nous accepte dans son environnement. Il se montre plutôt preneur de nos propositions de jeu, de nos taquineries. Il répond à nos sourires. Il se laisse volontiers approcher. Et puis, on voit qu'il répond parfois à son prénom, pas toujours. Au fil de cette rencontre, petit à petit, on peut percevoir d'autres choses. Par exemple, qu'Augustin accepte de jouer avec nous, mais seulement à ses jouets préférés. Et puis, il ne faut pas trop modifier ses scénarios de jeu. Et puis, on voit aussi qu'il fatigue rapidement et que petit à petit, on arrive de moins en moins, il arrive de moins en moins à maintenir l'interaction. Son regard est davantage aussi orienté sur l'objet plutôt que sur nous. Et puis, il finit par se détourner de nous, rentrer de nouveau dans sa bulle et observer la fameuse petite voiture et les détails des roues. En parallèle de ces jeux avec Augustin, on va discuter avec les parents. On nomme ce qu'on observe comme fragilité, mais aussi comme ressources. Et puis Augustin, on voit qu'il a beaucoup de ressources. Et puis on prend en compte aussi tout ce qui est exprimé par les parents à ce moment-là. Et puis les discussions qu'il y a eu avec le pédiatre, et quelles ont été les discussions qu'ils ont eues avec la crèche ou avec leur famille, pour vraiment essayer d'avoir le plus d'informations possible. On vérifie aussi si nos observations se rejoignent avec les parents. Et puis, à l'issue de cette première rencontre, on va leur proposer un deuxième rendez-vous, mais cette fois-ci dans les locaux du centre ACPA. Alors, pourquoi une deuxième rencontre avant de décider d'aller de l'avant ou non? En fait, d'une part, on peut voir que le comportement de l'enfant peut varier selon son état interne, s'il est fatigué ou non, s'il est anxieux ou non. Le contexte inconnu aussi va favoriser plutôt des symptômes plus nets. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que certains contextes psychosociaux extrêmement fragiles, les psychotraumas ou bien l'isolement social, comme on l'a beaucoup vu pendant le Covid, peuvent modifier quand même le comportement de l'enfant. Donc, pour nous, c'est quand même important de savoir, OK, on observe un comportement, mais quelle est son origine? Et puis, il ne faut pas confondre non plus. Voilà, on doit faire la part des choses. Donc, lors de cette deuxième rencontre avec Augustin et sa famille au centre ACPA, notre psychologue effectue des tests sous forme de jeu. Elle va déjà voir comment Augustin explore ce nouveau lieu, comment il explore le nouveau matériel qui lui est proposé. Est-ce qu'il utilise ce matériel de manière fonctionnelle ou non? Est-ce qu'il peut jouer de manière créative ou non? Est-ce qu'il peut partager ses découvertes avec ses parents, par exemple? Ou bien est-ce qu'il peut suivre une consigne soutenue par un geste, comme par exemple « Oh, regarde », comme le docteur Ecoffet l'a expliqué tout à l'heure. On regarde aussi s'il peut modifier ses jeux, comment il répond, comment il réagit à la frustration, est-ce qu'il peut demander de l'aide, voilà, toutes ces choses-là, est-ce qu'il peut jouer à tour de rôle. Pendant cette seconde rencontre, il y a un échange avec les parents de nouveau, sur les choses qui sont faciles et puis sur les choses qui sont plus compliquées pour Augustin. Et de nouveau, on va vérifier si nos observations et les leurs se rejoignent. En fait, pour nous, c'est extrêmement important de vérifier toujours si on parle de la même chose, d'avancer dans ce processus au rythme de la famille pour ne pas les perdre. C'est un moment quand même où il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup tout à coup peut-être de perception de leur enfant qui change, beaucoup de choses à assimiler. Et puis du coup, c'est important vraiment qu'on puisse avancer
à leur rythme pour qu'ils puissent ressortir de ce processus plutôt renforcé et puis avec des ressources nouvelles. À partir de là, et puisque les risques d'autisme sont très clairs chez Augustin, on va proposer un suivi en 2 axes. D'une part, on va renforcer les ressources autour de l'enfant, donc on va amener du conseil aux parents. On va aussi orienter la famille auprès du service éducatif itinérant, qui est un service qui fait partie de la même fondation, fait partie aussi de la même filière éducation précoce spécialisée. Donc, ce sont des collègues avec qui on a l'habitude de collaborer. Et en fait, les pédagogues vont à domicile 1h30 par semaine pour stimuler l'enfant et puis accompagner la parentalité toute particulière, qu'est cette parentalité d'un enfant qui présente un retard de développement. Voilà, et puis comme en fait, pendant ces discussions, les parents ont nommé que c'était très compliqué en crèche, qu'Augustin faisait beaucoup de crises, voilà, peut-être qu'ils allaient devoir trouver une autre solution de garde. Alors je propose d'aller voir ce qui se passe en crèche, vraiment une observation neutre, un regard neutre sur finalement qu'est-ce qui se passe pour Augustin dans cet environnement quand même très exigeant au niveau social, qu'est-ce qui va bien et puis qu'est-ce qui est plus compliqué pour lui. Puis on va réfléchir avec l'équipe éducative à des stratégies à mettre en place ou des adaptations pour faciliter l'intégration et puis en fait préserver l'inclusion d'Augustin en crèche. Les directions de crèche ont la possibilité de faire une demande de soutien pour enfants à besoins spécifiques auprès de leur office, qui est l'Office des structures d'accueil extrafamilial, le ZAE, pour qu'il y ait vraiment une personne aux côtés de l'enfant pour le soutenir dans cette intégration. Concernant le deuxième axe, il s'agit de proposer un bilan interdisciplinaire, c'est-à-dire un regard croisé sur de plusieurs professionnels sur le développement et les besoins d'Augustin. La psychologue et la psychomotricienne du centre ACPA vont chacune faire leurs évaluations fonctionnelles avec leurs propres outils qu'elles auront choisis selon le profil de l'enfant. Et puis, ces regards vont se croiser avec un bilan orthophonique de la part de quelqu'un qui est externe à la fondation. Et puis, toutes ces expertises vont croiser le regard médical sur l'audition, la vision et sur la santé générale de l'enfant. Les personnes évaluatrices qui participent à ce bilan interdisciplinaire se rencontrent pour échanger leur point de vue sur l'enfant. Elles se mettent d'accord aussi sur les conclusions. Elles élaborent un plan d'intervention à proposer aux parents et puis elles mettent en évidence les questions qui restent en suspens et qui nécessiteront peut-être des bilans complémentaires et qu'on va relayer au pédiatre. Et bien sûr, elles rédigent un rapport. Voilà, ces personnes vont transmettre aux parents d'Augustin leurs conclusions. En fait, il s'agit d'amener des précisions sur le mode de fonctionnement d'Augustin, quelles sont ses forces, les éléments qui sont plutôt des ressources chez lui, sur quoi il peut s'appuyer comme compétences, les éléments à valoriser, et puis aussi les fragilités, les éventuels freins à son développement dont il faudra prendre soin. Et puis elles vont parler aussi de la manière dont Augustin apprend, des éléments qui peuvent l'aider dans son développement. La psychologue aborde aussi, bien sûr, les éléments significatifs concernant le risque d'autisme et aussi les questions qui restent en suspens. Bien sûr, le diagnostic, c'est un acte médical, donc nous, on va aider à instruire le dossier d'Augustin, mais on ne va pas poser de diagnostic.
Bon, alors si vous avez bien compris, je suis le docteur Marc Écoffet, vu que les présentations étaient bien faites, ou presque. Donc voilà, qu'est-ce que c'est un neuropédiatre? Parce que c'est vrai que les parents, là, ils vont rencontrer une multitude de professionnels. Et qu'est-ce que vient faire encore un neuropédiatre dans la course? Ils ont déjà assez de rendez-vous. Mais je vais essayer de vous montrer comment je peux être utile, ou mes collègues neuropédiatres, ou au contraire, je suis totalement inutile. Et puis, je n'ai pas besoin de voir les enfants souffrant d'un TSA. Donc, un neuropédiatre, comme son nom l'indique bien, c'est un pédiatre qui, après, s'est spécialisé dans un deuxième temps en neurologie. Donc, on s'occupe en fait de la prise en charge de tous les enfants qui ont un problème au niveau du système nerveux central. Donc, le système nerveux central, c'est le cerveau et la moelle épinière, ou bien le système nerveux périphérique, c'est-à-dire les nerfs ou les muscles. Et donc, comme on parle du système nerveux central, il y a tous les aspects de développement cérébral, des apprentissages scolaires, tout simples comme la lecture, l'écriture, enfin pas si simples que ça, mais qui sont plutôt habituels, ou bien le développement d'un enfant, ses acquisitions et aussi ses interactions, ce qui fait partie du développement général. Et puis, il y a un autre point qui fait que, comme vous l'avez vu en bas de la slide, c'est qu'avec les pédopsychiatres, les psychiatres, on est un des seuls spécialistes qui a le droit de poser le diagnostic d'autisme, même s'il y a des pédiatres très compétents, des généralistes qui peuvent reconnaître les signes, mais par rapport à l'assurance invalidité, ils veulent qu'il y ait en fait certains titres qui posent ce diagnostic. Et c'est pour ça qu'il faut que ça soit validé médicalement par une des deux spécialités. Donc, on a quand même d'autres petites compétences un peu plus spécifiques. Et il y a des termes un petit peu barbares, hein, comme diagnostic différentiel. Bon, ceux qui sont dans le domaine en ont déjà entendu parler. Pour les personnes qui sont vraiment pas du tout du domaine, qu'est-ce que c'est? C'est en fait se dire, mais est-ce que c'est vraiment de l'autisme? Est-ce que ça pourrait pas être une autre maladie qui ressemble à l'autisme, mais en fait qui n'est pas de l'autisme? Donc, on réfléchit, en fait, s'il y a un autre diagnostic qui pourrait faire comprendre les symptômes de l'enfant. Ensuite, comorbidité, c'est un terme encore moins joli. C'est en fait, on sait statistiquement qu'un enfant avec un trouble du spectre autistique a plus de risque d'avoir d'autres troubles neurodéveloppementaux. Donc ça, on va détailler. Et puis, c'est aussi un aspect de la prise en charge du diagnostic que peut apporter le neuropédiatre, entre autres, parce que d'autres médecins peuvent le faire exactement aussi. Et puis, étiologie, c'est le troisième point, se dire, mais pourquoi mon enfant, cet enfant, présente un trouble du spectre autistique? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un problème dans le ventre de la maman où il y a eu un traumatisme, où il y a eu quelque chose, une malformation cérébrale, ou au contraire, on a beaucoup parlé de tout ce qui est génétique. Donc, souvent, les parents cherchent à comprendre d'où ça vient, et peut-être c'est un petit chemin pour mieux accepter aussi que leur enfant se développe un petit peu différemment. Ils ont souvent besoin de savoir un petit peu d'où ça vient et pourquoi. Si je redétaille un petit peu par rapport au diagnostic différentiel, un point important, c'est l'épilepsie. Alors, j'aime mieux vous dire que c'est très rare en fait qu'en fait, à la place de l'autisme, ça soit de l'épilepsie, mais ça existe quand même qu'en fait, des enfants ont beaucoup de symptômes qui ressemblent à l'autisme, mais finalement, c'est un problème d'épilepsie. Je vais vous expliquer ça pourquoi sur les slides suivantes. Après, ça peut être d'autres troubles neuropsychologiques, d'autres troubles du développement. C'est des choses très particulières, très rares aussi, mais en fait, avec certains troubles des apprentissages, avec certaines forces justement très importantes et d'autres faiblesses qui sont aussi très importantes, ça peut être des enfants qui ressemblent en fait à des enfants ayant un trouble du spectre autistique. Mais ça, souvent, les collègues spécialisés dans le domaine qui font les bilans, ils voient bien la différence. Mais si il se trouve que je vois l'enfant en première intention, c'est quelque chose que je pourrais être amenée à diagnostiquer ou à suspecter. Ensuite, un retard. Un enfant avec un énorme retard au niveau du développement, avec une déficience intellectuelle, peut avoir des signes et des symptômes qui ressemblent beaucoup à l'autisme. Et des fois, c'est seulement en fait parce qu'il a un niveau très très bas dans son développement. Mais ça aussi, les pédiatres, les spécialistes, mes collègues de l'ACPA, c'est des choses où ils arrivent bien à faire la différence. Donc c'est rarement moi qui dois leur prouver ça.
mais c'est quelque chose que je peux aussi être amenée à investiguer. Alors, bien sûr qu'il y a des enfants avec un autisme qui ont un retard de développement. Les deux peuvent aller avec l'autisme, mais des fois, c'est seulement des enfants qui ont un retard tellement sévère qu'ils ont des comportements un petit peu répétitifs parce que leur niveau de développement ne permet pas tellement de faire autre chose. Problème d'audition-vision, ça a été discuté, normalement c'est fait, mais il y a aussi beaucoup d'enfants de migrants maintenant qui viennent directement, qui sont déjà assez grands, qui ont déjà peut-être un diagnostic posé et qui n'ont peut-être pas encore trouvé un pédiatre, mais je peux les voir en première intention parce qu'ils ont justement peut-être un trouble neurologique dans un document. Et puis là, ça vaut toujours la peine de se reposer la question, mais est-ce qu'une fois la vision, l'audition a été bien testée, on peut faire au cabinet déjà des bons dépistages. Et puis, en principe, ce n'est pas un déficit de vision léger ou d'audition léger qui fait qu'on a des symptômes de type autistique, mais il faut toujours se reposer la question. Ensuite, les mouvements anormaux. Le docteur Ekofe vous en a parlé, des stéréotypies. Alors, les stéréotypies, c'est des mouvements répétitifs, mais qui sont faits que dans un contexte d'émotions fortes. C'est ou une émotion positive, quand on est très content, on saute sur place, on tape des mains, ou bien une émotion négative, ça peut être quand on est fâché, triste, quand on s'ennuie, ça peut être. Et ça, il y a beaucoup d'enfants, enfin beaucoup j'exagère, mais il y a des enfants qui sont tout à fait normaux dans leur développement, mais qui ont quand même ça. On peut, tout un chacun, avoir comme ça des mouvements un petit peu stéréotypés. Et puis, ça, on ne fait pas un trouble du spectre autistique. Mais des fois, il suffit que l'enfant soit un peu timide et puis, ou qu'il ne parle pas encore tout à fait bien. Et puis, ça pourrait passer pour de l'autisme, alors qu'en fait, c'est des choses qui sont indépendantes. Et puis, chez un enfant qui n'a pas de trouble du spectre autistique. Et puis, enfin, le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Là aussi, c'est rare que ça passe pour de l'autisme. Et puis, spécialement, mes collègues, ils font tout à fait la part des choses. Mais c'était juste pour signaler que certains enfants, petits avec une forme assez sévère, peuvent très mal regarder dans les yeux, peut répondre, être tout le temps en mouvement, donc ils font aucune activité dirigée parce qu'ils sont tellement parasités par leur hyperactivité, leur attention est tellement faible que pour quelqu'un qui a moins la connaissance du développement de l'enfant, du trouble du spectre autistique, il pourrait se dire, mais est-ce que cet enfant ne serait pas autiste? Il ne me regarde jamais dans les yeux, il ne s'entend pas avec les autres enfants, il ne fait pas d'activité longtemps. Et c'est pour ça que ça peut être surprenant comme diagnostic différentiel, mais ça peut des fois se voir. On peut des fois avoir des enfants qui sont adressés pour ça. Je reviens à l'épilepsie parce que c'est un sujet qui me fascine. Et puis, c'est assez intéressant pourquoi l'épilepsie pourrait passer pour un trouble du spectre autistique. Alors, il faut déjà savoir que l'épilepsie, ce n'est pas une maladie. Il y a des centaines d'épilepsies différentes. C'est un groupe de maladies, donc ça ne veut rien dire et tout dire quand on parle d'épilepsie. Donc là, je vous ai mis deux schémas. Ouh, super. Donc, en fait, je ne vais pas y arriver. Donc, dans le schéma à gauche, enfin le droit aussi, donc c'est le cerveau. On a enlevé la boîte crânienne. Le front est devant, vous voyez, antérieur. Derrière, c'est l'arrière de la tête. Et on voit ce qu'on appelle le cortex. C'est la surface du cerveau, là où sont tous les neurones. Et tous les neurones sont organisés de manière très précise. Chez presque tous les êtres humains, c'est organisé de la même manière. Il y a des fois des petites variabilités. Et je parle des cerveaux qui n'ont pas de malformation, qui n'ont pas d'accident. Et puis, en fait, chaque zone du cerveau a une fonction très précise. Donc, vous avez en jaune le cortex moteur. Donc, cette région a les neurones qui s'occupent de contrôler le mouvement, décider quel mouvement on va faire. La partie juste derrière, en bleu turquoise, c'est la zone de la sensibilité. Donc, en fait, ces neurones s'occupent de recevoir les informations que le corps donne sur la sensibilité et de les analyser. Vous avez en jaune comme ça, un peu clair, crème, c'est la région du cortex auditif, de l'audition. Donc, en fait, l'oreille peut fonctionner très, très bien. L'enfant peut entendre les sons. Le nerf passe très bien. Mais en fait, quand ça arrive dans la zone d'interprétation des sons, si cette zone est détruite ou fonctionne mal, l'enfant est comme sourd parce qu'il ne peut pas interpréter ce que l'oreille lui a transmis.
La même chose avec la zone verte, le cortex visuel, c'est la même chose. On peut très bien voir des yeux, l'œil voit très bien, le nerf fonctionne bien pour amener jusqu'au cerveau, mais si la zone du cerveau qui interprète ce qu'il voit ne fonctionne pas, on est aveugle avec des yeux qui fonctionnent tout à fait bien. Là, c'est un petit peu plus détaillé à côté. Et voilà pourquoi on peut en fait avoir certains symptômes au niveau autistique si on a de l'épilepsie. Je continue pour cette slide. Donc pour l'épilepsie, en fait, ce sont des neurones qui vont se mettre à travailler ensemble, ils vont se grouper et travailler ensemble alors qu'on leur a rien demandé. En fait, on n'a pas voulu faire quelque chose, mais spontanément, un groupe de neurones se met à s'activer, à travailler ensemble. Et puis, si on regarde, si... Bon, je ne vais pas réessayer. Par exemple, là, ça, c'est ce qu'on appelle une épilepsie focale, c'est-à-dire que c'est dans une zone particulière du cerveau où les neurones vont se mettre à travailler de manière un petit peu anarchique. Et donc, le symptôme de la crise épileptique va correspondre à la fonction de cette zone. Si c'est la zone qui contrôle le mouvement, la crise d'épilepsie va se manifester par des mouvements anormaux. Donc, ça peut être on est trop raide, on a des secousses. Mais par contre, si cette crise débute dans la zone qui s'occupe de la sensibilité, on n'aura pas forcément des mouvements, mais on aura des sensations particulières. Si ça débute dans la zone qui s'occupe de l'audition, eh bien, on peut entendre des choses particulières. Et puis ça, c'est quand même une crise épileptique, mais on ne voit rien à l'extérieur, parce que la personne entend des choses qui n'existent pas. Et ça peut être la manifestation isolée d'une crise. Et la même chose dans le cortex visuel. Si en fait la région qui s'occupe de l'interprétation de la vision se met à travailler sans qu'on lui demande rien, on peut avoir des phénomènes visuels, voir des choses qui n'existent pas, et puis donc avoir une crise épileptique comme ça. Maintenant, vous imaginez bien que le cerveau a des parties qui s'occupent justement des émotions, de la reconnaissance des visages, l'interprétation en fait de l'environnement. Et si c'est ces zones-là qui sont touchées, c'est spécialement ces régions-là au niveau temporal et limbique. Alors, en fait, la crise épileptique peut se manifester par le fait d'avoir des difficultés à interpréter les émotions des autres, les regards des autres, ou bien avec des émotions très particulières. Et puis, il y a aussi, si la crise épileptique débute dans la zone du langage, les enfants peuvent en fait entendre ce qui se dit, mais ne peuvent pas comprendre, parce qu'en fait, la partie du cerveau qui est censée décrypter ce qu'il entend ne fonctionne pas. Donc en fait, les enfants ne comprennent pas du tout le langage et donc pourraient être en difficulté pour interpréter ce qu'on leur dit. Et petit à petit, c'est des enfants qui se renferment dans leur monde parce que c'est comme si on leur parlait une langue étrangère constamment. Et puis finalement, ils ne vont plus chercher tellement à communiquer. De l'autre côté de la slide, c'est pour des épilepsies qui directement partent d'une partie beaucoup plus diffuse du cerveau. Et à ce moment-là, ça ne fait pas de l'autisme, ça fait plutôt les crises qu'on connaît, les personnes qui perdent connaissance et qui ont des secousses des membres ou qui deviennent tout raides. Donc, comment on diagnostique ça? Il y a beaucoup l'histoire qui fait ça, mais sinon, on fait un électroencéphalogramme. Donc, comme pour ce petit enfant, on met un chapeau avec des électrodes sur la tête, on met un petit peu de gel pour que ça adhère au cuir chevelu, et puis après, on enregistre l'activité cérébrale et ça permet de voir s'il y a des ondes anormales, c'est-à-dire que des neurones qui envoient des informations anormales, et puis si oui, de quelle région ça part. Par exemple, sur l'exemple que je vous ai mis, ça part de tout le cerveau en même temps. Et puis donc, ce n'est pas dans la région spécifique du langage ou de la vision. Mais ça peut être un très bon examen et c'est assez précis. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est quelque chose d'assez rare, que ce soit de l'épilepsie qui fasse un trouble du spectre autistique. Les collègues qui ont une bonne formation voient tout de suite que c'est un enfant qui est quand même un peu différent par rapport aux autres enfants avec un trouble du spectre autistique. Et souvent, en fait, ils me l'adressent avec cette question-là parce qu'il y a quand même des petites particularités. Donc, c'est rare de le rater, voire exceptionnel. Donc, s'il y a des parents dans la salle dont l'enfant n'a pas eu d'investigation neuropédiatrique ou d'électroencéphalogramme, c'est pas grave du tout, parce qu'en fait, on le rate pas. Pour quelqu'un qui connaît cette problématique neurodéveloppementale, ils connaissent aussi les particularités quand c'est plutôt d'origine épileptique.
Les comorbidités, donc, ce terme, c'est en fait savoir quel autre trouble neurodéveloppemental pourrait être associé au trouble du spectre autistique. Et puis, par statistique, voilà, on voit que c'est des enfants qui sont plus à risque d'avoir ces maladies, enfin ces troubles neurodéveloppementaux comme listés. Alors, de nouveau, on retrouve l'épilepsie. Cette fois, c'est plus un diagnostic différentiel, mais on sait que des enfants avec des troubles du développement sont un peu plus à risque d'avoir de l'épilepsie dans leur vie. Ce n'est pas énorme, mais par rapport à la population générale, c'est un peu plus grand. Et puis, il y a aussi justement le trouble déficitaire de l'attention et avec l'hyperactivité. C'est non plus un diagnostic différentiel, mais on sait qu'il y a un pourcentage très élevé d'enfants avec un TSA qui ont aussi un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et puis, pour beaucoup de ces troubles, ça peut être associé ou alors ça peut être aussi la conséquence du trouble du spectre autistique. Par exemple, quand on a des difficultés dans les interactions sociales, et puis on s'en rend compte, et puis on peut en souffrir, et puis c'est plus facile. Après, on est plus à risque d'avoir une dépression, spécialement à l'adolescence, à cause de notre trouble du spectre autistique. Donc voilà, ça peut être causé par le TSA, ou alors ça peut être en parallèle. Ensuite, on a un peu évoqué, mais bien sûr, ce sont des enfants qui ont des compétences particulières, savantes. On en parle moins dans les présentations médicales parce qu'en fait, les parents, ça, ils les ignorent pas du tout et très vite, ils nous apportent ces informations et puis on les voit très vite. Donc en fait, c'est assez rare de les rater, contrairement à certaines difficultés où en fait, dans l'ensemble de la problématique, les parents n'ont peut-être pas identifié comme un problème d'attention ou un problème de langage. Tandis que les compétences savantes, ça, c'est assez facile pour les parents de nous les évoquer. Et puis, bien sûr, on va en tenir compte, en fait, pour aider l'enfant à progresser et puis à l'aider à se mettre en valeur aussi par ses capacités. Enfin, l'étiologie, c'est une grande question. Pourquoi mon enfant, mon frère, mon cousin a ce problème-là? Et puis, il y a plusieurs causes possibles, mais encore une grande majorité d'enfants avec un TSA, on n'a pas trouvé la cause. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, c'est que pour l'instant, la manière qu'on a de regarder, notamment au niveau génétique, n'est pas encore assez perfectionnée. Alors des fois, en fait, ça peut être simplement sur une malformation cérébrale. Si le cerveau s'est mal formé, les connexions se font mal. Et puis, alors, l'enfant peut ne pas bien se développer par rapport aux interactions, par rapport au développement général. Et puis, ça peut faire un enfant avec un autisme. Mais ça aussi, il y a d'autres signes sur le corps quand on l'examine qui font qu'on va plutôt penser qu'il y a une malformation et on ne le rate pas tellement. Donc, ce n'est pas toujours nécessaire d'aller regarder l'image du cerveau. Après, il y a certaines très rares maladies qui sont plutôt progressives, ce qu'on appelle neurodégénératives, ou alors des maladies métaboliques, c'était le corps, comment il arrive à fonctionner et puis à éliminer ses toxines. Et puis s'il n'arrive pas à bien le faire, en fait, on peut avoir une intoxication un peu dans le corps par ce qu'on produit nous-mêmes. Mais ça aussi, c'est très rare. Et puis le tableau est un peu différent. L'âge d'apparition, la manière dont l'enfant est un peu différent, ce qui permet en fait d'orienter vers ces diagnostics. Et on ne les cherche pas tout le temps parce que clairement, on voit que ce n'est pas du tout cette situation. Et en fait, la génétique, il y a deux choses, savoir si c'est héréditaire ou congénital. Il y a une confusion en fait entre ces deux termes et les parents ne comprennent pas toujours. Si on dit congénital ou héréditaire, ils se disent mais il n'y a personne dans la famille, comment c'est possible? Donc je vais vous expliquer un tout petit peu comment ça se passe. Donc c'est vraiment très simplifié, mais donc chaque cellule du corps ou presque a un noyau dans lequel se trouve tout le matériel génétique. Tout le matériel génétique, là vous voyez la cellule avec le noyau, est en fait regroupé en chromosomes. On a tous 21 paires de chromosomes normaux, on les voit là, plus les 2 chromosomes sexuels qui déterminent si on est un homme ou une femme. Et en fait, c'est un petit peu la bibliothèque pour mettre tout notre patrimoine génétique. En fait, ils se sont comprimés pour se mettre comme ça dans ces chromosomes et c'est là-dedans qu'il y a tout le patrimoine génétique. Maintenant, quand en fait
l'enfant est conçu, les parents vont donner la moitié de leur patrimoine génétique, donc la moitié de leurs chromosomes. Ils vont donner 21 le papa, 21 la maman, enfin 22 avec les chromosomes sexuels. Donc ça veut dire que leur patrimoine génétique doit d'abord se séparer en deux, après il doit se copier une fois et puis ça doit se remélanger. Donc soit les parents ont une petite particularité au niveau de leur patrimoine génétique et ils peuvent le transmettre à leur enfant, soit alors c'est au moment de la séparation où on doit diviser en deux, reproduire, remettre ensemble et les patrimoines se mélangent que des fois il peut y avoir un petit accident génétique qui fait qu'en fait les parents n'ont pas transmis la maladie. Ils ne sont pas porteurs, ils ne l'ont pas transmis, mais c'est bien au niveau génétique qu'il y a eu un petit souci. Je ne vais pas trop axer sur la génétique, mais c'est ce qui fait la différence, que c'est quelque chose qui peut être transmis ou pas, et puis qui peut quand même être génétique, même si ce n'est pas transmis. Et comme Madame en a parlé, il y a aussi des facteurs environnementaux. Souvent, pour l'autisme, pourquoi on ne trouve pas un gène précis? C'est parce que probablement, c'est plusieurs gènes ensemble dans la manière de fonctionner qui font que tout d'un coup, ça peut révéler un trouble du développement. Et puis aussi des facteurs environnementaux qui peuvent modifier un petit peu le patrimoine génétique, ça ils ont bien montré. Et tout ça mis ensemble peut faire qu'un enfant développe un trouble du spectre autistique. Et ce n'est pas seulement une mutation génétique ou une anomalie, ce qui existe mais qui est plus rare. Mais pour la majorité des enfants avec autisme, pour l'instant, on n'arrive pas à chercher en fait tous les gènes ensemble qui ensemble font qu'on a un trouble du spectre autistique. Alors, revenons au petit Augustin et à ses parents. Donc, il y a eu cette retransmission du bilan, la conclusion de bilan aux parents. On s'est assuré qu'ils nous rejoignent dans ce qu'on leur dit, est-ce qu'on est d'accord ou non. Et puis, on va leur proposer, on va faire une proposition d'intervention. En fait, pour Augustin, les signes d'autisme sont clairs, donc il s'agit d'agir vite. Nous proposons une intégration d'Augustin dans notre atelier pédagothérapeutique pour qu'il bénéficie d'une intervention précoce en autisme selon le modèle de Denver. Le modèle de Denver, c'est une méthode thérapeutique comportementale qui est reconnue scientifiquement et puis qui définit un programme élaboré pour l'intervention auprès d'enfants de 12 à 48 mois qui présentent de l'autisme. Ça signifie que les parents d'Augustin devront amener leur enfant 3 fois par semaine au centre ACPA pour 3 heures d'intervention ciblée et intense. Et puis tout ça sur une durée minimum de 2 ans. Durant ces séances, les intervenantes précoces en autisme vont s'appliquer à booster la motivation sociale d'Augustin. Pour ça, elles vont mettre beaucoup d'énergie positive à jouer de manière joyeuse et expressive avec lui. On va chercher en fait son sourire, son plaisir, qu'est-ce qui le motive. Et puis en fait, en mettant l'affect positif au centre de l'intervention, on cherche à ce qu'il nous observe davantage et puis à ce qu'il ait envie plus de jouer avec nous que de jouer tout seul. De cette manière, alors, on va chercher à mettre en place des éléments qui vont être favorables pour le développement de la communication sociale, notamment, mais aussi d'autres compétences, comme par exemple les compétences d'imitation ou les compétences d'initiative qui sont vraiment péjorées en général chez les enfants avec autisme. Malgré l'aspect très joyeux des séances, Augustin a des objectifs très précis visant tous les domaines du développement. Et ces objectifs sont fixés avec les parents sur la base d'évaluation effectuée tous les 3 mois. On va viser à stimuler les compétences en respectant la chronologie
du développement typique, c'est-à-dire qu'on va reprendre vraiment le développement depuis la base et puis on va stimuler là où il y a des manquos, en fait. On va essayer de remplir les trous dans le socle, dans les prérequis. Et on voit que quand on s'occupe de ces compétences-là, tout à coup, il y a des émergences qui arrivent plus haut. Donc, on va toujours aussi travailler dans la zone proximale du développement, c'est-à-dire ce qu'Augustin sait presque faire. Et puis, on va fixer des objectifs qui soient atteignables assez vite pour, en fait, embarquer Augustin et ses parents dans un processus de réussite. Au fil du temps, les regards, les sourires, les jeux partagés, la communication sociale et puis les compétences d'imitation se développent et Augustin progresse dans les prérequis nécessaires au langage. C'est-à-dire qu'il développe des outils plus efficaces pour orienter, il oriente mieux sa communication, il peut faire des demandes d'aide, il peut faire des choix, il peut exprimer aussi ses envies. Son jeu devient aussi plus fonctionnel, il devient plus flexible, plus créatif dans ses actions et puis il développe un jeu conjoint plus varié. On constate aussi qu'il prend plus souvent l'initiative de la relation et des actions partagées. Et puis d'autre part, Augustin il peut jouer plus longuement à tour de rôle avec un partenaire de jeu. Ce qu'on constate, c'est que plus Augustin acquiert des compétences de communication efficaces et plus finalement ces crises de colère et de frustration deviennent moins nombreuses. Dans le même temps, les parents d'Augustin sont très, très engagés auprès de leur enfant et puis ils sont très demandeurs de conseils. Donc, on va leur proposer 12 séances de coaching parental au Centre ACPA selon le modèle de Denver pour les parents, le PESDM. Ces séances permettent donc à la référente d'Augustin d'échanger avec les parents sur une large palette de sujets qui sont en lien avec les particularités autistiques d'Augustin. En fait, il s'agit d'augmenter les ressources des parents, les ressources spécifiques des parents pour renforcer la stimulation d'Augustin dans son quotidien. Les sujets, par exemple, qui sont abordés peuvent être comment reprendre courage dans les jeux partagés avec son enfant alors que ça fait 18 mois qu'il montre bien qu'il n'en veut pas. Comment on peut soutenir la communication plus adaptée pour qu'Augustin puisse exprimer ses besoins autrement qu'au travers ses crises de colère. Comment on peut aussi lui apprendre à imiter, à explorer des matériaux plus diversifiés, des scénarios de jeu plus variés. Et puis, par exemple, comment aussi on peut permettre à Augustin d'anticiper sur son quotidien en mettant en place une communication qui lui permette d'anticiper sur, par exemple, les transitions entre la maison et la crèche, la maison et l'orthophoniste, et la maison et le Centre ACPA. Au fil du temps, le partenariat avec la crèche se poursuit et puis le réseau thérapeutique s'installe dans un soutien coordonné à l'enfant et à sa famille jusqu'à l'entrée à l'école obligatoire. Voilà, donc Augustin, il a bien grandi, il ira bientôt à l'école et puis on peut dire qu'il a vraiment bien progressé dans tous les domaines du développement grâce au travail des parents et puis des thérapies qui ont été mises en place. Mais c'est très important aussi parce qu'il présentait pas de troubles associés qui auraient pu être des freins à ses progrès. Et puis, il a montré vraiment de belles compétences pour assimiler ce qui lui était proposé. Durant l'année qui précède de l'entrée à l'école, on va accompagner les parents dans des démarches administratives auprès de l'Office d'enseignement spécialisé pour qu'ils puissent faire une demande de mesures scolaires renforcées. On va aussi faire le point sur les besoins, les ressources, les fragilités d'Augustin. Et puis, on va transmettre ces informations pour instruire le dossier à l'Office d'enseignement spécialisé. Et puis, en temps voulu,
aux professionnels qui vont prendre le relais sur la période scolaire. Ce qui est très important à dire, c'est que c'est une période de nouveau assez fragile, assez sensible pour les parents, qui se retrouvent de nouveau face à une situation un petit peu inconnue. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il y a beaucoup de nouveaux d'émotions, d'inquiétudes, et puis ça les remet aussi face aux fragilités de leur enfant, et puis de finalement comment il va pouvoir s'adapter à un nouveau contexte. Donc pour nous, c'est important de pouvoir les accompagner pour essayer de les rassurer dans ce moment difficile, et puis aider à la transition la plus harmonieuse. Juste une petite question pratique. Ça joue pour vous qui êtes au soleil, vous voyez, ou vous avez besoin qu'on baisse le store? Ça va? Ok. Bon, parce que le soleil se couche, l'heure tourne, le temps passe aussi. Augustin, il a bien grandi. Comme vous l'avez pu le constater, il y a eu un gros travail qui a été fait, tant par les parents que par toute l'équipe. Et puis là, on le retrouve en 3e Armos. Et puis, il va assez bien à l'école avec quelques adaptations. Par contre, il est décrit comme plutôt solitaire. Il a bien progressé au niveau de son langage, mais ce qui devient un peu plus évident maintenant, c'est des choses un petit peu bizarres au niveau du langage. Le ton de sa voix qui est parfois étrange, qui n'est pas tellement en lien avec le contexte, des difficultés à comprendre le langage et les émotions des autres, tout ce qui est des aspects non-verbaux qui sont un petit peu particuliers, qui donnent un petit peu un feeling un petit peu bizarre comme ça. C'est aussi un enfant qui a quand même pas mal de difficultés de concentration. Et ce que j'aimerais illustrer avec ça, c'est que en fait, les symptômes suspects d'autisme évoluent. Et puis, on pourrait tout à fait tomber sur un enfant chez qui on n'a rien vu auparavant, pas parce qu'on a raté quelque chose, mais parce qu'on a une forme plus légère et puis on se retrouve avec des symptômes qui posent un problème à un moment donné. Et puis, ce qu'on voit beaucoup, donc ce que j'ai déjà évoqué, c'est des anomalies ou des particularités dans tout ce qui est du langage non verbal, c'est-à-dire l'expression du visage, le contact visuel, l'intonation de la voix qui peut être particulière, la gestuelle, la posture, toutes les choses qui sont aussi des messages qui sont très importants à faire passer. Alors ça, c'est ce que l'enfant produit ou ne produit pas. Et puis après, la deuxième chose qu'on voit assez souvent, c'est des difficultés chez ces enfants à décoder justement ces messages non-verbaux qui peuvent venir d'autres personnes avec qui ils sont en contact. De même, l'utilisation du langage, elle n'est pas toujours à des motifs de communication. Et puis là, on retrouve ce qu'on appelle l'écholalie, la répétition de mots qui ne sont pas pour discuter avec quelqu'un. C'est aussi des enfants qui peuvent avoir de la peine à comprendre les doubles sens, le sens de l'humour, des expressions comme « il pleut des cordes » ou « j'ai un chat dans la gorge ». Ça, c'est des choses qui, pour nous, sont évidentes, mais c'est des sens qui peuvent être difficiles à comprendre. Et puis, encore un point qui est important, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est de réussir à se mettre dans la peau de l'autre. Si j'étais cette personne, qu'est-ce que je serais en train de dire? Qu'est-ce que je serais en train de penser? Au niveau de la santé, ça va. La croissance, ça va aussi. Le sommeil est toujours compliqué. Et puis, avec pas mal de difficultés à l'endormissement. Et puis, par contre, ce qui rend le quotidien très difficile pour les parents et puis pour l'enfant aussi, c'est un côté ce que les parents décrivent comme psychorigide, c'est-à-dire vraiment des difficultés à s'adapter à des choses qui sortent de l'ordinaire. Et puis, cette écholalie qu'il a quand il est stressé, où il répète Pikachu sans arrêt parce qu'il n'arrive pas tellement à parler d'autre chose que de Pokémon avec ses copains notamment. Et puis, c'est ce qui ressort en cas de stress. Et puis là, ben voilà, alors qu'il était à un spectacle de gym de son petit frère, il fait une crise d'épilepsie. Ça passe assez bien. Je le revois le lendemain. Et puis, il a bien récupéré. Mais c'est vrai qu'avec ça qui arrive en plus en tant que pédiatre, ben, il y a des nouvelles notions que j'ai aussi envie de partager avec la neuropédiatre de nouveau, que ce soit pour les aspects plus scolaires, concentration ou par rapport à cette épilepsie. Donc,
Donc, me voilà. Heureusement, je n'ai pas vieilli ces 5 dernières années. Donc, je suis toujours aussi fraîche que lorsque je l'ai vu à 2 ans. Donc, en fait, je vais voir un petit peu cette question d'épilepsie. Est-ce qu'il y a vraiment de l'épilepsie ou pas? À cet âge-là, et à tous les âges, en fait, il y a de très nombreux malaises, avec ou sans perte de connaissance, qui peuvent faire penser à l'épilepsie. Donc, avec une histoire très précise de ce qu'il a ressenti avant, qu'est-ce qu'il était en train de faire, avec la description des témoins, avec la manière dont il a récupéré, on peut souvent s'orienter vers un diagnostic assez précis, c'est de l'épilepsie ou pas. Si on a un doute, on peut faire de nouveau un électroencéphalogramme pour voir s'il y a des décharges épileptiques ou pas. Mais ces malaises peuvent être aussi la bonne occasion de refaire le tour de la situation. Là, il est très bien suivi par son pédiatre, mais avec l'âge qui grandit, qui passe, les enfants sont moins malades. Et puis, des fois, le pédiatre est moins dans la course parce que finalement, il est à l'école, il a pris les prises en charge, il n'y a pas tellement de raison d'aller voir le pédiatre. Les vaccins ont été faits. Donc, ça peut être une bonne occasion de refaire tout le tour de la situation par rapport au sommeil. Est-ce qu'il y a des troubles du sommeil qui persistent ou pas? Par rapport aux prises de risques, l'utilisation des écrans, par rapport à l'alimentation, refaire le point sur comment se passe la scolarité, de quelles aides il a, quelle aide il aurait besoin, notamment est-ce que la concentration, comment ça va? Et puis aussi de refaire le point au niveau asécurologique, parce que des fois, les enfants sont passés entre les gouttes, parce qu'ils n'ont pas eu le bilan depuis le début, comme avec l'ACPA, et puis ils ne sont pas déclarés à l'AI. Et c'est quand même important par rapport au remboursement des prises en charge, notamment certaines thérapies qui sont payées par l'assurance maladie, qui au bout d'un moment refusent de payer après quelques années. Et si c'est à l'assurance invalidité, ça peut être prolongé, et puis il peut y avoir d'autres types d'aides. Donc c'est des fois un bon moyen de refaire tout le tour de la situation. Maintenant, j'en ai conclu que ce n'était pas de l'épilepsie chez Augustin. Et si je n'avais pas le pédiatre de cet enfant fictif juste à côté de moi, j'aurais suggéré au pédiatre de revoir ses cours de neuropédiatrie. Mais comme il est là, je vais juste dire qu'en fait, c'est un malaise sans gravité et je repasse la main. Et vu que mon rôle de pédiatre est visiblement très limité, je vais être très bref pour vous dire que maintenant, Augustin a grandi. Il a un parcours scolaire qui est tout à fait remarquable. Et puis, il a pu commencer son lycée professionnel. Ce qui remarque, lui, c'est qu'il se sent différent. Il ne se sent pas à l'aise, il ne se sent pas bien. Et puis, c'est pour ça qu'il prend contact avec le CNPA. Donc, Augustin a maintenant 16 ans. Il fait cette démarche de manière tout à fait autonome. Et c'est vrai que si on se dit, tiens, tous les ados qui ne se sentaient pas très bien dans leur peau venaient consulter, on serait encore plus surchargé. Donc, c'est effectivement quelque chose de pas du tout discriminant et spécifique. Donc, on le rencontre, qui fait une démarche auprès de la consultation générale du CNPA et il va être reçu seul, puisqu'il a fait la démarche seul, il a 16 ans. Sa capacité de discernement est suffisante pour que ça se passe de cette manière-là et il est reçu par une psychologue de notre consultation. Et dans cette consultation, il explique donc qu'il est au lycée, en voie commerciale. Et puis on apprend aussi qu'il a relativement peu de contacts sociaux. Merci. Il a relativement peu de contacts sociaux. Il fait partie, par contre, de deux groupes. Un groupe d'ados qui s'intéresse à la politique, qui fait partie d'un parti politique. Et là, quand on creuse un peu, on se rend compte que ce n'est pas tellement les contacts avec les autres qui l'intéressent, mais plutôt le fait de débattre comme ça d'idées, de manière comme ça un peu abstraite. Et d'ailleurs, c'est des jeunes qu'il ne rencontre pas en dehors de ce cadre-là. Et il fait aussi partie d'un groupe d'ados qui fument du cannabis. Il révélera aussi lors de cette consultation qu'en fait, il fume un joint tous les matins, que ça l'aide comme ça à être plus à l'aise dans les contacts. Et ça lui permet aussi de finalement se retrouver rattaché à un groupe où il partage une activité, un groupe dans lequel
dans ce groupe de fumeurs, en guillemets, il n'y a pas beaucoup d'échanges qui ont lieu. On voit qu'on a une vision comme ça un peu partielle de la réalité, enfin, à travers les yeux de cet adolescent. Et puis la psychologue se dit qu'elle aimerait bien rencontrer, au fait, ses parents. Il n'a pas tellement envie qu'ils viennent, ses parents. Et néanmoins, enfin, elle travaille ça et elle réussit à faire venir ses parents lors de la deuxième consultation. Augustin accepte. Et là, on apprend qu'à domicile, en fait, il y a une gestion difficile de la frustration. Quelque chose qui a finalement perduré quand même depuis son jeune âge, et qu'il peut se mettre dans des colères très importantes, devenir injurieux, même lancer des objets contre ses parents, contre son frère aussi, son petit frère. Donc les relations sont vraiment mises à mal. Et on va donc proposer à Augustin et à sa famille une prise en charge plurifocale. On va proposer de rencontrer aussi son frère pour pouvoir lui expliquer le fonctionnement de son grand frère. Pouvoir aussi accompagner ses parents dans leurs difficultés éducatives. Et on va proposer un suivi individuel à Augustin. On décide aussi, face à sa consommation importante de cannabis, de l'orienter au drop-in de Neuchâtel, à qui on expliquera les particularités de fonctionnement pour permettre une prise en charge plus adaptée. On va aussi lui proposer de participer à notre groupe d'entraînement aux habiletés sociales. Là, je vous ai mis en référence la méthode qu'on utilise. C'est un groupe qui concerne les adolescents jeunes et plus âgés. On veille à avoir une cohérence au niveau des âges. Et on constitue au fait les groupes en fonction des demandes chaque année. C'est un groupe qui est fermé, qui dure une année scolaire. Et on y inclut donc pas seulement les enfants et adolescents autistes, mais aussi les enfants qui ont des difficultés dans leurs compétences sociales, comme ça peut être le cas chez les enfants avec TDAH, chez les enfants anxieux ou autres. Là, on peut voir dans les chapitres, typiquement, on va peut-être apprendre comment se présenter, comment avoir aussi différencié les cercles de proximité, qu'est-ce qu'on dit à certaines personnes et pas à d'autres en fonction de l'intimité des relations qu'on entretient, par exemple. Si les parents avaient découvert le diagnostic de leur enfant à l'âge adolescent, à cet âge-là, on leur aurait aussi proposé de participer à notre groupe d'accompagnement parental qu'on propose à tous les parents chez qui qui découvrent finalement le diagnostic de TSA chez leur enfant, quel que soit leur âge d'ailleurs. Donc c'est un groupe qui pour l'instant a lieu que sur Chaux-de-Fonds, qui s'étale sur 5 séances, aussi un groupe fermé. L'idée c'est de pouvoir vraiment que les parents puissent échanger entre eux par rapport à leurs difficultés, tisser des liens et aussi bénéficier des compétences de spécialistes à qui ils peuvent poser leurs questions. Donc c'est des séances qui se basent sur une méthode, mais qui sont aussi beaucoup co-construites. Là, j'avais un petit peu anticipé sur cette slide. Donc là, je parle du drop-in. Je voulais peut-être vous parler aussi du fait que là, on voit bien combien le cannabis, mais ça peut être l'alcool, peut avoir un rôle comme ça d'automédication pour apaiser des angoisses, pour faciliter l'entrée en contact. Il faut savoir que les jeunes avec TSA n'ont pas statistiquement développent pas plus de dépendance que d'autres. Ils ne développent pas non plus des dépendances plus importantes. Mais ça leur arrive comme à tout autre adolescent, j'ai envie de dire. Et quid des jeux vidéo? C'est une thématique qui nous occupe. Donc là non plus, ils ne sont pas plus dépendants des jeux vidéo, mais les jeux vidéo vont... on observe beaucoup de jeunes avec TSA qui consomment beaucoup de jeux vidéo ou de réseaux sociaux, mais plutôt de jeux vidéo.
pour différentes raisons, finalement. Et cela sans que ça soit une addiction. C'est-à-dire que c'est un environnement qui leur permet d'avoir des contacts sociaux qui sont cadrés, qui sont codifiés aussi, qui sont facilités parce qu'il n'y a pas tout besoin de décoder, au fait, tout ce langage non verbal qui a lieu dans le face-à-face. Ils n'ont pas besoin d'entretenir le contact visuel, par exemple, non plus. Et ils ne vont pas non plus être observés, finalement, dans leur manière de se comporter quand on est dans des contacts in visu. Et donc, ça va souvent leur permettre d'avoir des contacts sociaux, plus de contacts sociaux que ce qu'ils n'auraient parfois s'ils n'avaient pas accès à ces jeux vidéo. Maintenant, évidemment que ça peut devenir également un problème, mais c'est important de vraiment toujours se poser la question, finalement, le comportement qu'ils ont, finalement, à quoi est-ce qu'il est bon. Il faut savoir aussi que en ce qui concerne le champ symbolique, donc l'imaginaire, les enfants, adolescents avec TSA, ils ont un monde intérieur plutôt assez pauvre. Et donc, se retrouver seul, c'est plus compliqué pour eux. Donc, ça fait aussi, les jeux vidéo vont aussi faire office d'occupation, finalement, et d'évitement face au fait de se retrouver comme ça, seul, pas face à soi-même. Il y aura aussi l'enjeu de l'accompagnement à la formation, donc de la mise en évidence des limitations fonctionnelles et puis aussi des compétences que l'adolescent a. Dans le cas d'Augustin, on voit qu'il a de la peine à demander de l'aide, qu'il a besoin de repères clairs et stables, qu'il manque de flexibilité malgré les progrès qu'il a faits. Il a des difficultés à s'adapter comme ça. Et il a besoin que les attentes lui soient explicitées de manière verbale pour bien les comprendre. Et aussi, son manque d'expression faciale peut être mal interprété, au fait, par les gens qui l'entourent. Donc, ça va demander un accompagnement aussi des professionnels qui vont s'occuper de sa formation. Alors, dans le cadre du gymnase, on peut solliciter l'AI pour un accompagnement par des coachs. S'il n'avait pas visé le gymnase, il aurait pu, par exemple, viser de faire un apprentissage, CFC ou d'autres formations certifiantes en fonction de ses capacités cognitives. Et là, on peut faire appel à des structures alors financées par l'AI qui s'occupent de formations spécialisées et qui vont vraiment s'adapter en fonction des besoins de l'adolescent. C'est-à-dire qu'il y a des maîtres socioprofessionnels donc spécialisés qui peuvent l'accompagner dans une entreprise lambda, donc de l'économie libre. Il y a aussi, donc toujours rattaché à un centre de formation spécialisé, il y a aussi la possibilité de faire des formations à l'intérieur de ces centres de formation spécialisés avec des stages en entreprise. Donc vraiment quelque chose qui se fait sur mesure. Je vais souligner les compétences. C'est que Augustin est très fiable, il est précis, rigoureux, persévérant. Il a une excellente mémoire, comme on l'a vu tout à l'heure, et il est attentif aux détails, il respecte les règles. Et d'ailleurs, les parents diront, en fait, tout ce qu'ils constatent à l'intérieur de la famille, à l'extérieur, c'est clairement pas le cas. Augustin se comporte de manière totalement adaptée, plutôt en retrait, comme ça, plutôt un peu timide. Et si Augustin avait été une fille, il s'appelait Augustine. Alors le dépistage des filles est plus difficile et c'est pas rare qu'on se pose la question de l'autisme à l'adolescence seulement. On voit qu'elles ont des meilleures capacités d'adaptation au niveau des normes sociales. Ça se fait par contre un peu comme ça en surface parce qu'elles imitent mieux, elles vont observer le groupe et faire la même chose en guillemets. Elles vont surcompenser, elles vont aussi éviter les situations difficiles. Alors les garçons, les hommes le font évidemment aussi. Elles vont réprimer certains comportements et cela demande énormément d'énergie. Donc il y a un grand risque d'épuisement en fait de ces jeunes. Il faut savoir aussi qu'au moment de l'adolescence, comme vous le savez, c'est le moment où l'individu va vouloir prendre distance en fait, de sa famille et de ses parents. Et
pour que cette individuation, cette autonomisation se fasse, il va avoir besoin de s'appuyer sur ses potes, en fait, sur ses pairs. Et là, les compétences sociales vont être importantes. Et lorsqu'elles ne sont pas suffisantes, c'est là qui sont finalement mises à mal et qu'on peut parfois observer justement ces questionnements de la part de l'entourage. Donc, je crois que Mme Desquevre avait déjà parlé de l'ADOS, je ne suis pas sûre, qui est cité, c'est un test, tu l'as juste évoqué. Donc, on a parlé du dépistage par le pédiatre, on a parlé du diagnostic à travers l'ACPA. Il faut savoir que dès que l'enfant dépasse l'âge de la possibilité d'accéder à l'ACPA, ils vont être orientés à la consultation donc spécialisée du développement mental, aussi au CNPEA, qui va faire le diagnostic à travers les mêmes tests qui sont adaptés en fonction de l'âge de l'enfant et de l'adolescent, voire de l'adulte. Donc, comme on l'a vu, donc à tout âge, il y a une évaluation pluridisciplinaire qui va se faire. Par exemple, pour la consultation du développement mental, on va demander à ce qu'un professionnel nous adresse l'enfant. Un professionnel qui aura fait justement le dépistage et se pose justement cette question. Contrairement à l'ACPA, on n'est pas accessible directement par les parents pour des questions aussi de disponibilité qu'on souhaite préserver. J'ai amené des flyers, vous trouverez sur la table à la sortie de la salle si ça vous intéresse d'en prendre un. Donc il y a également l'enjeu de l'annonce diagnostique qu'on va accompagner, évidemment, et l'annonce à l'assurance invalidité si le dépistage, le diagnostic se fait finalement tardivement et à cet âge. Donc, au niveau des thérapies, je vais récapituler un peu. Donc, il y a l'intervention précoce qui va se faire. Maintenant, tout ne se joue pas dans la petite enfance. On a clairement des moyens d'agir aussi plus tard. Évidemment que c'est la phase où il y a le plus de remaniements neuronaux et donc on essaye d'agir pour ces raisons-là à cet âge-là. Maintenant, comme vous le savez aussi, des remaniements neuronaux, on en a à tout âge, jusque dans un grand âge, donc il y a toujours moyen d'agir. Et donc particulièrement l'orthophonie, la psychomotricité peut également être, on va pouvoir y faire recours également durant l'enfance. Et la psychothérapie, elle va être aussi un outil d'accompagnement, sachant que les enfants et adolescents avec TSA vont traverser les mêmes étapes de vie et parfois rencontrer les mêmes difficultés finalement que tout autre enfant. Donc avoir aussi besoin d'un soutien psychothérapeutique qui va évidemment ne pas être curatif au niveau de l'autisme. Il nous arrive aussi de prescrire des médications, serait-ce pour le sommeil, pour réguler les troubles du sommeil qui sont fréquents, serait-ce également pour les troubles de déficit d'attention qui sont une comorbidité qui est relativement fréquente, serait-ce également pour aider l'enfant à gérer ses angoisses quand ce n'est pas possible de les gérer autrement. Donc, je rappelle aussi qu'il y a des structures dans le canton qui vont assurer l'accompagnement éducatif, l'hébergement. Là, je recite les personnages dont l'ACPA fait partie. Et on s'appuie aussi beaucoup sur les associations de parents, comme Autisme Neuchâtel, Parlons d'autisme, Cérébral, chacune. C'est des associations qui permettent d'avoir des contacts entre parents, qui proposent des activités, qui font un répertoire, qui répertorient également aussi tous les professionnels qui gravitent autour de l'autisme, en tout cas dans le canton et en Suisse romande. Donc, à tout âge, on essaye vraiment de travailler un maximum en réseau et de manière coordonnée. On est arrivé au bout de la présentation et c'est le temps des questions. Merci pour votre attention.
comme indiqué en début de conférence, merci de lever la main si vous voulez poser une question et on vous tendra le micro. Pardon, j'avais une question en tant que grand-parent. Est-ce qu'il y a vous avez beaucoup parlé des parents, mais pour les grands-parents, est-ce qu'il y a une formation possible pour les grands-parents dont un petit enfant serait autiste ou diagnostiqué tel? Oui, alors pas spécifiquement. Maintenant, on est vraiment attentif à pouvoir finalement répondre aux questions des besoins de l'entourage. Donc, il n'y a pas d'exclusivité. Typiquement, les grands-parents pourraient tout à fait faire partie d'une séance, accompagner les parents dans une séance avec l'enfant au CNPEA, par exemple. Maintenant, on n'a jamais eu de demande de participation à ce coaching parental dont je vous parlais. Ce serait une réflexion qu'on devrait mener s'il y avait une demande. Je peux imaginer que les questionnements seraient un petit peu différents, effectivement. Donc peut-être plutôt de manière plus individuelle autour de la situation elle-même. Oui. Effectivement, quand on arrive on accompagne une situation, un enfant et ses parents, si tout à coup il y a vraiment des difficultés avec les grands-parents ou bien avec la maman de jour, par exemple, je pense que c'est important qu'on puisse amener des conseils par rapport à ce qui se passe ici et maintenant dans la situation. Donc voilà, mais c'est sous forme de conseils plutôt ponctuels qui seraient possibles. Ouais. Pour le moment, on est un peu débordé, mais oui, vous trouvez le numéro de téléphone sur Internet. Je ne l'ai pas là. Quelqu'un là? Bonsoir. Vous avez parlé de l'accompagnement plus psy comme outil. Est-ce que par rapport à cet accompagnement, il est plutôt conseillé que ce soit un psy qui ait des bonnes connaissances, voire une formation du TSA, ou n'importe quel psy peut accepter, accueillir un enfant ou un adulte avec le TSA? C'est une question qui est... dans l'idéal, j'aurais envie de dire que oui, l'idéal, ce serait qu'on puisse avoir suffisamment de psy, donc pédopsychiatres, psychologues, donc formés les deux en psychothérapie, qui aient suffisamment de connaissances en autisme. Maintenant, je pense que dans n'importe quel corps de métier, la question va être finalement où sont... Chaque thérapeute aura développé des compétences spécifiques dans certains domaines. Et il va s'agir d'avoir des connaissances globales suffisantes pour pouvoir aussi savoir où sont nos limites finalement. Et se dire, mais voilà, est-ce que moi je suis le bon thérapeute pour cet enfant avec cette problématique? Voilà ce que je peux vous répondre. Alors on essaye très concrètement, la situation au CNPEA, pour laquelle je peux parler, c'est que dans notre consultation spécialisée du développement mental, on ne fait pas de prise en charge thérapeutique, mis à part les prises en charge groupales dont je vous ai parlé. On a la consultation générale qui accueille, qui va assurer des suivis. Et nous, on va être en soutien de ces thérapeutes-là, donc en supervision, pour pouvoir les épauler dans ces prises en charge, parce que ce n'est pas des spécialistes. Puis en même temps, on amène notre regard spécifique. Donc on fonctionne de cette manière-là. Juste pour compléter ma question, elle pourrait être générale aux autres corps de métier, l'ergo, etc. Oui, l'orthophonie également. Ça sera identique en fait. Oui, et il y a par exemple en orthophonie, il y a des orthophonistes qui sont spécialisés dans le TSA, qui d'ailleurs prodiguent aussi ont aussi des groupes d'entraînement aux habiletés sociales, pour les plus petits plutôt. Donc on s'est un petit peu réparti les choses par rapport aux besoins dans le canton en fait. De manière, Donc si je résume, si j'ai bien compris votre réponse, idéalement ce serait bien quelqu'un qui connaisse quand même le sujet. Oui. L'idéal n'existant pas,
Actuellement, il peut y avoir des personnes qui sont d'un corps de métier de façon générale, qui peuvent éventuellement prendre contact avec vous ou des informations par d'autres biais et fonctionner comme ça. Oui, alors par rapport aux thérapeutes en privé, on ne va pas pouvoir faire cet accompagnement plus spécifique. Maintenant, il y a aussi des thérapeutes en privé qui sont formés dans l'autisme. Mais c'est quand même recommandé que ce soit des gens spécialisés. Oui, par rapport à certains outils spécifiques qui peuvent être bien utiles, effectivement. D'accord. Alors, merci beaucoup pour votre jolie présentation. J'ai 2 questions. Peut-être que première, c'est un peu naïf. C'est sur le diagnostic. Est-ce qu'il y a des outils de prédiction de la probabilité d'avoir un enfant avec trouble neurodéveloppemental pendant la période gestationnelle? Non, pas du tout. Par contre, si pendant la période gestationnelle, l'enfant a d'autres particularités, c'est-à-dire une malformation cérébrale ou d'autres malformations qu'on peut voir pendant les échographies in utero, on peut des fois lancer des examens génétiques pour savoir qu'est-ce que c'est exactement. Et là, on peut tomber sur des maladies où on sait que, par exemple, avec cette maladie génétique, 100% des enfants sont autistes, ou là, il y a 1/3 des enfants qui ont cette maladie qui sont autistes. Donc, on peut donner des probabilités, mais on va le découvrir par une autre porte. C'est parce qu'en fait, il y a une malformation associée ou quelque chose qui a attiré l'œil. Oui, mais la question, c'est avant l'apparition de l'enfant, est-ce qu'on peut faire les analyses sur le maman? Parce que quand on parle d'épigénétique, est-ce que le maman qui est toxicomane ou il est de problèmes d'absorption des nutriments ou il a une maladie que ça peut être proche en fait, comme épilepsie, est-ce qu'il peut augmenter la chance d'avoir l'autisme? Alors, il y a des tests de porteurs, donc, mais qui ne sont pas remboursés. Donc, pour des parents qui veulent savoir, ils peuvent tester en fait leur patrimoine génétique avant pour savoir s'ils ont des maladies qui risquent de transmettre. Mais comme je vous ai dit, pour l'autisme, c'est plusieurs gènes ensemble et c'est seulement quand ils sont ensemble. Et puis, il y a peut-être d'autres facteurs qui font qu'on développe un autisme. Donc, on ne va pas pouvoir donner une réponse à 100%. Et puis, pour la maman toxicomane, en fait, on ne peut pas savoir quelle quantité de drogue ou quelle quantité il y a pendant la grossesse qui est consommée, quel type de drogue, quelles sont les autres problématiques de cette personne, parce que peut-être que c'est une personne qui a déjà d'autres troubles qui font qu'elle est devenue toxicomane, et là, ça ne va pas être possible. Donc là, on ne peut absolument pas donner une prévision. Et juste deuxième question, on a parlé de diagnostic. Moi, je voyais que on regarde le comportement, il y a plusieurs tests. Est-ce qu'il y a les tests sanguines aussi qui peuvent montrer un marqueur que, par exemple, cette personne, il peut avoir autisme? Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas de test, mais c'est un test, c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est un fonctionnement, c'est la connectivité intracérébrale, comment en fait les différentes aires du cerveau communiquent entre elles, fonctionnent, apprennent avec l'environnement. Et ça, j'imagine pas qu'il y a un test qui peut, au niveau sanguin, le dépister. Alors de nouveau, si on est dans une maladie très particulière qui fait aussi de l'autisme, ça, il y a des fois des tests sanguins, ça oui. Mais en fait, dans l'autisme de manière générale, où il n'y a pas d'autres maladies, d'autres causes, ça... à ma connaissance, il n'y a pas de recherche ou de choses qui se sont trouvées maintenant et je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on va trouver. Mais on verra. Vous avez mentionné que les gens qui ont d'autisme, ils ont la tendance de consommer plus de cannabis? Non. Non, pas plus. D'accord. Ok, merci beaucoup. Il y a encore une question là en bas. Non, il faut le... Bonjour à tout le monde. OK, c'est conique.
Bonjour à tout le monde. J'aimerais bien connaître les effets des coupes budgétaires de l'État en ce qui concerne l'orthophonie. Alors, ce qu'on veut dire, c'est qu'à tous les niveaux, on aimerait avoir plus de moyens pour développer plus de prestations, tant surtout au niveau de la prise en charge, en fait, à tout âge. Maintenant, par rapport à l'orthophonie, malheureusement, comme personne d'entre nous fait partie de l'Office de l'enseignement spécialisé dont dépendent les orthophonistes, je ne peux pas vous répondre. C'est important de dire, effectivement, les besoins sont largement plus importants dans le canton que les ressources qu'on a, et vraiment, dans tous les domaines. Hein. Voilà. C'est une réalité. Oui. Pas quelque chose qui est spécifique au canton de Neuchâtel, malheureusement. Alors moi, j'ai... pas rentrer en matière. Donc, il faut savoir que là, vous parlez de nomenclature, en fait, de diagnostic. Et on a traversé plusieurs changements de nomenclature. Quand vous faites référence au TED, on se réfère à la nomenclature internationale mondiale, en fait, l'ICD ou CIM 10. Et donc, ça a disparu dans le DSM-5. Là, je parle un peu chinois, je pense, pour la plupart d'entre vous. Et on est en train de passer à la CIM 11. Voilà, c'est le successeur du 10. Ce qui s'est passé, c'est que dans le trouble envahissant du développement, donc le TED, je trouve que ça décrit très bien ce que c'est. C'est un trouble qui va envahir tous les champs du développement de l'enfant. On avait avant, également reconnu par l'AI, ce qu'on appelle l'autisme typique, et puis plutôt ce qu'on appelait avant la psychose infantile, qui est un peu différente. Et donc l'AI reconnaît maintenant plus que la partie autisme du trouble. J'essaie de simplifier vraiment, parce que ça pourrait être la thématique d'une conférence, au fait, ces distinctions. Donc, c'est-à-dire que tant dans l'autisme que dans la psychose infantile, on fait face à un trouble envahissant du développement. Les deux faisaient partie de ce gros groupe, en fait. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui. Non. Alors là, je peux être très rassurante. C'est-à-dire que l'AI ne va pas entrer en matière par rapport aux mesures, au remboursement des mesures médicales jusqu'à l'âge de 18 ans. Par contre, on a maintenant, à partir de l'âge de 12 ans, la possibilité, déjà à 12 ans, de solliciter l'AI quand on a des inquiétudes par rapport à la future formation d'un élève ou d'un enfant, quel que soit son trouble, en fait. Donc, ça n'a pas besoin d'être de l'autisme, hein. Ça peut être une phobie scolaire, un enfant qui ne va plus à l'école à cause de grandes angoisses qui ne sont pas du tout dans le champ du trouble du spectre de l'autisme, ou pour plein d'autres raisons, en fait. Donc, tout ce que je vous ai dit par rapport au soutien à l'information, il est accessible également pour d'autres enfants qui ont des difficultés psychiques. On a une question en ligne. Est-ce qu'un accouchement compliqué ou une anorexie périnatale peut contribuer au développement d'un TSA ?
Je pense qu'une partie de la réponse pourrait être donnée plutôt par ma collègue neuropédiatre, à savoir s'il y a des lésions cérébrales à l'accouchement. Ce qu'on sait par contre, et puis c'est là où je me permets de prendre la parole, c'est que la naissance prématurée, chez les grands prématurés, on sait qu'il y a un pourcentage plus important de ces enfants-là qui développent un profil de développement qui se rapproche en tout cas de l'autisme et puis qui peut remplir les critères diagnostiques de l'autisme que dans la population générale. Par rapport à l'anorexie sévère, forcément, quand une maman est anorexique, si elle est enceinte au moment de son anorexie, il va manquer de micronutriments très importants, de vitamines qui sont essentielles au développement cérébral, comme tout le reste du développement du fœtus. Donc, en fait, on va avoir tout un système qui va avoir des difficultés de développement. Est-ce que ça fait forcément de l'autisme? Non, ça peut faire un retard de développement, ça peut faire des difficultés d'apprentissage, ça peut aussi faire de l'autisme parce qu'en fait, toute la mise en place du système nerveux central ne se fait pas bien. Un accouchement difficile, ça veut tout dire et rien dire. Ça peut être difficile du point de vue de la maman, mais pour les médecins, on est très rassurés. Ça peut être un enfant où il y a eu beaucoup de stress au moment de la naissance, mais finalement, il a tout de suite bien crié, et puis finalement, il n'y a aucune conséquence pour l'enfant. Ou ça peut être un enfant qui a eu besoin de beaucoup d'aide de la part des médecins parce qu'il s'est très mal adapté, et puis qu'on a des paramètres au niveau de l'acidité du sang du bébé, ou bien d'autres éléments juste après la naissance qui nous font craindre qu'il peut avoir des difficultés par la suite de développement. L'autisme pourrait en faire partie, mais ce n'est pas obligatoire du tout. Ça peut être beaucoup d'autres troubles neurodéveloppementaux de manière générale. Ce n'est pas plus spécifique l'autisme que certaines difficultés. Est-ce qu'il y a encore une question? Sinon, je précise que l'échange peut se poursuivre autour d'un apéritif tout à l'heure, juste à côté. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, merci d'applaudir nos intervenantes et intervenants. Et je vous signale encore que la prochaine conférence, le 22 juin, sera dédiée au diabète de type 2. Vous êtes toutes et tous les bienvenus à cette occasion également. Merci.